Bonjour chercheuses et bonjour chercheurs. En route, Avec le voyage intérieur, Voir. j'ai voulu faire entendre des voix qui disent leur vie. apprendre, Chacune a sa mélodie de l'intérieur et de l'universel. s'éveiller, Elle donne à nous entendre et à entendre le monde qui nous entoure. élargir son horizon. Partir en voyage, donner du sens à sa vie. Si ça vous dit, on finira bien par s'entendre. Vivre, c'est faire le voyage intérieur. Voir. Regarde-toi, Toucher, cherche et tu trouveras. l'émission des chercheurs, Avec Richard Federman. plus jamais seul, voyage intérieur. Plus jamais seul, voyage intérieur. Bienvenue dans la série d'émissions du voyage intérieur présentée par Message de Vie et la revue Soleil Levant. C'est dans l'arrière-cour du château des Papes en Avignon que nous avons partagé cette entrevue pour Message de Vie. Je tenais de faire connaître dans cette émission qu'un médecin, chirurgien comme Thierry Janssen avait eu à défier sa réputation et son titre pour aller au-delà de ses peurs et des conventions pour trouver son essence profonde. Un médecin chirurgien diplômé a élargi sa pratique vers les médecines complémentaires pour améliorer le devenir de ses patients. Comme il le dit, pourquoi notre sécurité sociale finance les maladies plutôt que de financer un système de prévention avant d'être souffrant ? Pourquoi attendons-nous de souffrir pour nous guérir puisque les symptômes apparaissent bien avant la maladie ? Parce que nos habitudes nous ont été apprises pour nous protéger de la maladie en consommant davantage de remèdes extérieurs et de produits chimiques. En découvrant les approches des médecines complémentaires, alternatives ou traditionnelles, appelez-les comme vous voulez, faut-il que la médecine allopathique reconnaisse la médecine traditionnelle pour exister vraiment ? Et pourquoi est-elle considérée comme, osons le dire, comme une secte ? Thierry nous rappelle que chacun de nous possède les capacités de prévention et de guérison en fortifiant notre fragile équilibre entre le corps et l'esprit. Je vous souhaite de faire un bon voyage. Thierry Janssen. Parce que tu es médecin et que je voulais que tu expliques à ceux qui nous écoutent, ceux qui cherchent des pistes et qui n'ont pas le temps de venir aux conférences, qui n'ont pas le temps de te rencontrer, qui n'ont pas les moyens d'acheter, de lire, ils sont nombreux. Et la simple base que je voulais te demander, c'est pour eux, quelle différence entre la médecine allopathique et la médecine traditionnelle ? Parce que je m'adresse justement particulièrement à tous ceux qui n'ont pas de complémentaire santé, qui n'ont pas les moyens financiers de se prendre en charge matériellement et physiquement, ceux qui pensent que la sécurité sociale est indispensable pour se soigner et qu'on est obligé de passer par eux, donc dépendant de ce système, sachant que 20% de la médecine allopathique est nécessaire pour traiter 10 à 20% des problèmes de santé. D'abord, je pense qu'il faut définir les mots. Parler de médecine allopathique et de médecine traditionnelle, ça peut porter à confusion par rapport à ce que je voudrais exprimer. Et donc, je parlerai, moi, de médecine conventionnelle et de médecine non conventionnelle. C'est-à-dire, la médecine conventionnelle, c'est la médecine qui, par convention, est la médecine qui est acceptée officiellement dans nos pays, qui est remboursée par les organismes de sécurité sociale. Et c'est une médecine qui se base sur des démonstrations dites scientifiques, parce que c'est pas toujours scientifique, il y a beaucoup de croyances en science aussi, mais quand même une démarche et on essaie de valider, et ça fait partie de toute une certaine façon de penser le monde qui remonte à la Grèce ancienne, à la Grèce classique, pas la Grèce archaïque, mais la Grèce classique, 500 avant Jésus-Christ, où tout d'un coup les philosophes ont dit il ne faut plus écouter le monde, il faut le penser. Donc il faut se le représenter d'une certaine manière. Et on a Démocrite qui a dit il y a les atomes. Et puis alors on a commencé à regarder le monde comme un ensemble d'atomes. On a fini par trouver des atomes.
Et au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, les Lumières ont remis cette pensée vraiment au goût du jour. Et nous sommes vraiment aujourd'hui dans une pensée dite analytique, où on découpe tout en petits morceaux pour essayer de comprendre la réalité. Le problème, c'est que la réalité, ce n'est pas des petits morceaux séparés les uns des autres, c'est des morceaux reliés les uns aux autres. Et à force de tout couper en petits morceaux, cette médecine dite conventionnelle, cette médecine qui se veut scientifique, elle a tout morcelé. Déjà, elle regarde l'être humain comme un corps, objet, matériel, elle le coupe en morceaux. Donc dans les hôpitaux, il y a un étage pour la pneumologie, et puis un étage pour l'estomac, et puis un étage pour le foie. Enfin, c'est incroyable comme on est coupé en morceaux et il n'y a plus personne qui sait regarder l'ensemble. Or la vie, c'est précisément les liens qui existent entre tous ces morceaux et qui les animent et qui créent la vie, le mouvement et donc la vie. Et les médecines non conventionnelles, pour la plupart, sont inspirées d'une toute autre approche philosophique. Elles sont souvent traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles viennent de vieilles traditions. Je pense par exemple à la médecine ayurvédique, plus vieille médecine du monde encore en activité. Ayurveda, science de la vie, c'est la médecine de l'Inde, la médecine traditionnelle de l'Inde. Mais je pense aussi à la médecine traditionnelle chinoise. Et le mot docteur, ça veut dire enseigner aussi. Le mot docteur veut dire enseigner, docere en latin. L'enseignant, celui qui va effectivement enseigner les principes de vie. Avant de passer son temps à réparer ce qui ne va pas, il va essayer de faire de la prévention. Et c'est toute la différence philosophique entre ces médecines conventionnelles et non conventionnelles. Dans les médecines conventionnelles, on répare en analysant, en coupant la machine en petits morceaux, et finalement, ça fait tourner tout un système économique. On dit qu'on a un système de santé, moi je dis qu'on a un système de maladie, c'est-à-dire un système qui est en bonne santé tant qu'il y a des malades à soigner. Et tous les médecins, tous les hôpitaux, tout le monde, tous les prestataires de soins sont contents qu'il y ait des malades, parce que ça fait tourner toute l'économie de la santé, que j'appelle économie de la maladie. Et tous les fabricants de médicaments, et tous les fabricants d'appareils, de radiologie, etc., tout le monde est content qu'il y ait des malades. C'est philosophiquement bizarre. Le PIB, le produit intérieur brut des États, qui est considéré encore aujourd'hui par un certain nombre d'économistes comme le reflet de la bonne santé et même du bonheur des États. Eh bien, le PIB introduit dans son calcul les dépenses dites de santé, les dépenses de maladie. Ça veut dire qu'au plus il y a de gens malades à soigner, au plus le PIB est élevé, donc au plus l'État est en bonne santé. C'est quand même une aberration philosophique. Les médecines non conventionnelles abordent les choses d'une toute autre manière parce qu'elles sont issues, comme je le disais, souvent de systèmes plus traditionnels qui ne sont pas déconnectés de la vie parce qu'ils n'ont pas coupé en morceaux. Ils comprennent l'importance de préserver ces liens, les équilibres entre tout cela. Il parle souvent d'ailleurs en termes d'énergie. L'Inde va parler du prana, la Chine du chi, l'aspect énergétique des choses. Et du coup, on a toute une série d'approches thérapeutiques ou préventives qui vont essayer de maintenir cette énergie à un bon niveau et un bon équilibre. Et on va agir à tous les niveaux, au niveau psychologique, parce qu'un être humain, c'est pas qu'un corps matériel, c'est aussi des pensées, des émotions. On va agir bien sûr dans l'entretien de ce corps à travers une bonne alimentation, parce que les briques du corps, c'est quand même les aliments qui le constituent, enfin qui sont assimilés. Donc une alimentation. On se demande toujours pourquoi dans les restaurants chinois ou dans les restaurants indiens, la carte est tellement vaste, avec tellement de plats différents. Mais pas pour manger tout ça. Et sur la table, on va effectivement apporter souvent beaucoup de plats, mais c'est pour que chaque convive y trouve ce qu'il a besoin en fonction de son type morpho-psychologique qui a été diagnostiqué, son type énergétique. Et en fonction du type énergétique yin-yang ou bien kapha-vita-pitta dans le système ayurvédique, on va pouvoir adapter sa nourriture en fonction de ce qu'on a besoin et en fonction de la saison dans laquelle on est. Donc on est relié, et ça part encore plus... Je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus maintenant, mais tout ça pour dire qu'on est dans une toute autre approche philosophique. Alors, parfois, pour la médecine conventionnelle, c'est difficile à comprendre puisque les manières d'analyser ça sont tellement différentes. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ne pas opposer une médecine conventionnelle à une médecine non conventionnelle. Il faut enrichir la médecine avec un grand M en intégrant ces différentes approches. Parce que dans notre médecine conventionnelle, il y a des bonnes choses. Si tout à coup, on a un accident, on sera content qu'il y ait un chirurgien qui va nous aider à ne pas se trop saigner, etc. Si j'ai un cancer, peut-être que oui, je prendrai une chimiothérapie à certains moments ou dans certaines conditions. Mais à d'autres, peut-être que je sentirai que ce n'est pas le moment ou que je trouverai des ressources pour m'aider avec autre chose ou en parallèle, je ne n'aime pas dire en parallèle, en complément, parce qu'en parallèle, ça ne se rejoint jamais. Quand on veut intégrer, il faut
faut aller vers un centre qui est le patient. Donc en intégration, en complémentation de tout cela, de prendre d'autres approches pour aider, en plus des approches de la médecine dite allopathique que j'appelle conventionnelle. Faites vos commentaires sur le www.richardfederman.com. Message de vie. Thierry Janssen. Mais tout ça pour dire que le grand problème aujourd'hui pour beaucoup de gens, c'est que les organismes de sécurité sociale ne remboursent que les soins de la médecine conventionnelle. Et donc, comme déjà dans la façon de penser, on a tendance à être très assisté, à se sentir très victime, à pas être très responsable de notre vie, on se nourrit mal, on fume, on fait des tas de conneries, parce que c'est des conneries, mais on s'en fait pas. Il y aura de toute façon un organisme de sécurité sociale qui remboursera des soins pour réparer tout ça quand ça ira pas. Donc c'est de l'aberration aussi. Il va falloir aussi que les citoyens apprennent à reprendre leurs responsabilités, c'est-à-dire leur habilité à apporter des réponses, et qu'ils fassent de la vraie prévention, c'est-à-dire qu'on arrête de fumer parce qu'on sait que c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, qu'on arrête de manger mal, et de manger trop des mets préparés, des biscuits remplis de graisse, etc., et de sucre mélangé. Et tout. Il faut vraiment qu'on se reprenne en main, et il ne faut pas attendre que les autorités le fassent pour nous. Il faut qu'on se conscientise et qu'on décide. Alors on me dit, oui, mais c'est compliqué parce que c'est cher de s'alimenter avec des bons produits, etc. Oui, mais en même temps, peut-être qu'on pourrait remplir un peu moins nos caddies. Et consommer un peu moins mais de meilleure qualité, parce que quand on voit la profusion aussi de ce qu'il y a dans les réfrigérateurs des gens parfois et qui finalement n'est pas mangé, et c'est pas toujours les gens les plus riches qui consomment le plus mal, parce que parfois une éducation pas toujours bien conduite fait que des gens avec des moindres moyens, des moins bons moyens économiques consomment très très mal et remplissent leur caddie de choses mais effrayantes et parfois dans des quantités absolument pas nécessaires. Je précise que tu es docteur en médecine, chirurgien et psychothérapeute. À quel moment dans ta vie tu as décidé à entreprendre des recherches sur d'autres systèmes de soins ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est quand même assez rare qu'un médecin, un anesthésiste décide d'un coup de passer sur des musiques, j'allais dire, musiques complémentaires. Tu as fait une autre musique. Et comment tes confrères te voient, parce que si t'es différent, c'est comme quitter une religion. Comment intégrer une autre façon de penser dans quelque chose où tout est déjà figé ? Comment changer ou faire bouger, révolutionner entre guillemets, mais c'est quand même important que les artistes, on va dire, médecins artistes, ou les artistes tout court, eux ont une vision qui vont beaucoup plus loin, qu'on les laisse s'exprimer, et ils s'expriment. Et comment tu arrives à taper dans la fourmilière et à rester debout ? Message de vie. J'ai raconté tout ça dans un petit ouvrage que j'ai appelé « Confidence d'un homme en quête de cohérence ». Et j'ai eu besoin d'écrire ce livre quand j'avais 50 ans, quand j'ai eu mes 50 ans. J'en ai 53 maintenant, et j'ai vraiment eu besoin parce que je voulais comprendre la cohérence de ce trajet qui remonte il y a très très longtemps. À savoir que quand j'étais petit garçon, j'étais dans un corps qui était très mal formé et tout ça, je n'étais pas très à l'aise, j'avais quelques petites souffrances émotionnelles, psychologiques, etc. Et je me suis sauvé par la danse. Et en dansant tout seul dans ma chambre le soir, parce que je n'osais même pas montrer mon corps aux autres. Et en fait, ça m'a relié à la vie. Et tout le petit parcours que je vais essayer de rapidement résumer ici pour répondre à la question, parce qu'on ne peut pas sortir, c'est pas une théorie, c'est un témoignage. On ne peut pas faire des théories de réalité de la vie, on ne peut que témoigner des réalités de la vie. Et donc, ce petit parcours, il a été vécu parce que j'étais vraiment relié à la vie. Je crois que je ne me suis jamais déconnecté d'elle. Et ça, c'est ma chance. Message de vie. Un site www.richardfederman.com. Thierry Janssen. Alors le piège, pour moi, ça a été de vouloir être chirurgien dès le départ. Ça voulait dire faire des efforts pour pouvoir
être sûr d'y arriver, parce qu'il y a une sélection parmi les candidats, des concours, etc. Donc dès ma première année de médecine, j'ai travaillé comme un malade, j'ai pas vécu ma jeunesse du tout, d'autant plus que j'avais pas forcément des facilités pour tout ce qui était mathématiques et tout ça au départ, donc c'était quand même les critères malheureusement de sélection dans ce système. C'est absurde de sélectionner des futurs soignants sur des critères mathématiques, alors que c'est sur des critères humains qu'on devrait les sélectionner, mais bon, tout ça n'est pas en place. Et tout ça pour dire que je me suis retrouvé à 33 ans, oui, pas du tout heureux. Alors que j'avais tout ce que je voulais. J'étais chirurgien, je travaillais dans un hôpital universitaire, je pratiquais une chirurgie de pointe, j'étais reconnu, j'avais même pu participer à l'intervention qui a opéré le roi de mon pays. Enfin, voilà, je faisais partie d'un petit monde comme ça, très très privilégié dans ce monde médical. J'allais devenir chef de service, enfin tout était très bien de ce point de vue-là. Mais moi, j'étais pas heureux. Et quand vous n'avez pas fait un petit travail sur vous-même, ce que je n'avais pas fait à l'époque, j'avais tendance à accuser le monde extérieur de mon mal-être. Donc c'était la faute de l'hôpital, de ce système inhumain. Et c'est vrai qu'il y avait des tas de critiques à faire par rapport à ce système. Mais il y avait quelqu'un dans ce système, c'était moi. Et rien ne changerait si moi je ne changeais pas. Et j'étais pas obligé d'y rester dans ce système. C'est moi qui avais envie d'y être et de gravir les échelons de la hiérarchie avec mes dents qui ratissaient jusqu'au 5e sous-sol. Avec cette ambition démesurée que j'avais. Et donc... j'ai postulé, si vous voulez, dans un autre hôpital qui faisait partie de notre université, qui était le centre d'excellence de cancérologie, l'Institut Bordet, peu importe, c'est un peu le Gustave Roussy ou le Villejuif là, de Bruxelles. Et le jour où je suis arrivé, c'était le 5 janvier 1998, le jour où je suis arrivé pour prendre mes fonctions, je ne savais pas en partant travailler qu'une heure plus tard, je ne pratiquerais plus jamais ce métier. Mais je suis arrivé à l'hôpital et la dame qui devenait ma secrétaire me parlait, je ne comprenais rien de ce qu'elle voulait. C'est comme si elle parlait une langue étrangère, c'était très bizarre. Et puis j'ai pris l'ascenseur pour rejoindre mon nouveau bureau. Et arrivé dans ce bureau, j'étais pris d'une forme d'angoisse. Et je me suis entendu me dire, mais je l'ai entendu comme je m'entends maintenant parler, hein, si tu restes ici, tu vas mourir. Et tout d'un coup, j'étais calme. Et dans ce calme, j'ai compris un truc. Mais j'en parle maintenant avec des mots. À ce moment-là, je n'aurais pas pu l'expliquer. Mais je me rends compte que j'ai compris quelque chose. C'est que malgré la turbulence de l'intellect, les émotions conflictuelles, tout ce blabla qui est là, il y a une partie de nous qui est en paix, tout au fond, là. Et c'est elle qu'il faut essayer de promouvoir, hein, ce que moi j'appelle l'essence de l'être. Pas l'ego là, qui s'agite et qui veut survivre, mais la vie à l'état pur, l'essence qui est la joie. Hein. Et ce jour-là, j'ai été en contact avec ça. Et donc j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit ma lettre de démission. Je dis, vous allez me prendre pour un fou, mais je ne peux pas tricher et je pars. Je n'ai pas été la remettre en main propre au responsable, je l'ai donnée à un des assistants du service qui l'a remise, puis ça a fait un tollé et tout ça, mais je n'ai jamais douté de ce... C'était pas une décision, il n'y a pas eu un pour ou un contre, c'était un choix. C'est tout l'être qui dit non, ou qui dit oui. Hein. Et c'était non. Et j'ai appelé mon compagnon, je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui je suis né une seconde fois. Et il m'a dit, ah bon? Et je dis, oui, je ne sais pas ce que je ferai, mais je sais ce que je ne ferai plus. Plus comme ça. Et c'était un très beau métier, et heureusement qu'il y a des gens qui le pratiquent. Et peut-être que si j'avais été dans un autre état d'esprit, j'aurais pu continuer à le pratiquer. Je n'ai aucun regret de l'avoir arrêté. Mais en même temps, la manière dont je le pratiquais n'était pas bonne. J'étais la pire caricature. J'étais devenu aussi une machine à coudre, quoi. Et je soignais des machines, et mon ambition me faisait... Alors qu'au fond de moi, ce métier, et je rencontre parfois aujourd'hui des patients que j'ai opérés il y a 30 ans, ou 25 ans, et qui me disent, vous savez, vous nous parliez déjà de bouddhisme, etc. Je m'en rendais pas compte. Mais donc j'avais une autre aspiration, et j'étais en train de me tuer dans ce système très déshumanisé quelque part. Donc, en quittant ça, je me suis retrouvé confronté au néant, au jugement des autres qui trouvaient que ma décision était irresponsable, débile, etc. Et je n'ai jamais douté, il y a même une expertise psychiatrique de la part de l'université qui pensait que je devais me soigner. Et après l'expertise, quand je leur ai expliqué que je ne pouvais pas justifier mon choix, parce qu'un choix ça ne se justifie pas, ça se vit et ça s'assume. Et il y en a un qui est venu me demander comment il pourrait faire la même chose. Et je me suis dit, tiens, peut-être que son mal-être l'oblige à se poser des questions, mais je lui ai dit, ne te donne pas d'excuses. Voilà. Mais en attendant,
il a fallu quand même assumer ça, financièrement déjà, etc. Et alors, j'ai appris à me désidentifier par rapport à ce que je faisais. Je ne dis pas je suis médecin ou je suis psychothérapeute ou je suis auteur. Je fais médecin, je fais psychothérapeute, mais je suis un être humain qui fait des choses. Et c'est pas parce que je ne fais plus cette chose-là que je ne suis plus quelqu'un. Voyage intérieur. La série d'émissions de messages de vie. Thierry Janssen. Donc, totalement désidentifié de ce que je faisais ou de ce que j'avais fait, j'ai brigué un poste de direction dans la mode. Non pas que la mode m'intéressait, elle ne m'intéresse toujours pas, mais par contre, je voulais aller à Paris, qui était la ville de ma grand-mère, et j'y avais vécu comme chirurgien pendant 1 an et demi. Je voulais y retourner, et puis le monde de la mode, je crois que ça serait léger, tout sauf léger, parce qu'il y a des enjeux financiers tellement importants. Mais je suis devenu directeur de la marque Emporio Armani en France. C'est une histoire de fou. Donc voilà, j'ai fait ça, et ça a duré 9 mois. Et puis ils m'ont mis dehors, parce que je n'avais pas la culture d'entreprise, ça c'est sûr. Mais j'ai reçu une grosse somme d'argent pour partir, parce que j'avais un contrat à durée indéterminée, etc. Et je me suis dit, maintenant que tu as de l'argent, tu n'as plus d'excuses, tu ne peux plus avoir peur. Tu as de quoi vivre pour plusieurs mois. Donc tu vas te calmer et tu vas prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi tu as quitté ton métier de chirurgien. Message de vie. Et alors là, toute mon adolescence est revenue, ça a été magnifique, j'avais 35 ans. Toute mon adolescence est revenue, et l'Égypte et tout ça. J'ai écrit un roman qui n'a jamais été publié, mais ça m'a permis d'exprimer, et puis d'aller au bout d'un écrit. Et tout ça a fait que toute ma passion pour l'être humain, l'anthropologie, les cultures antiques mais traditionnelles, etc., tout ça est revenu. Et j'avais le temps. Pendant 1 an, je suis resté dans mon appartement, là, je voyais personne. C'est une vraie retraite. Et j'ai réexploré tout ça. Et puis je me suis dit, mais il y a vraiment une autre façon de penser le monde, de penser la vie, penser l'être humain, donc penser la médecine. Et j'ai eu envie, et j'avais plus d'argent, j'ai eu envie d'aller aux États-Unis dans une école qui formait des guérisseurs. Non pas pour devenir guérisseur, mais parce que je voulais comprendre ce que c'était, être un guérisseur. Et alors je me suis retrouvé dans cette école, tout s'est mis en place, j'avais plus d'argent, l'argent est arrivé, un oncle m'a dit mais moi j'ai envie de financer ton truc, j'ai même pas demandé, enfin, c'est incroyable, j'ai raconté tout ça tellement, je suis convaincu que quand on est juste et qu'on fait vraiment les choses, non pas par peur, par ego, mais parce que c'est l'essence de l'être qui demande, la vie qui demande de s'épanouir. La vie conspire avec vous pour que ça se passe. Tout se met. Vous êtes attirés par les bonnes personnes, vous attirez les bonnes personnes. Et donc j'ai voulu témoigner de ça, évidemment, parce que ça paraît un peu magique. Il y a des moments durs, hein, il y a des moments où on est dans le doute, on est nulle part. Mais parce qu'on reste connecté à ça, ça se met. Ça avance, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, peut-être que j'aurais jamais quitté l'hôpital si je n'avais pas lu cette phrase qui avait été écrite par Paulo Coelho. La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle. Message de vie. Et cette phrase était sur le bandeau publicitaire qu'on met autour d'un livre, le livre L'Alchimiste, que je n'ai jamais lu encore à cette heure-ci. Et c'était un patient qui avait un cancer, qui m'avait fait promettre de ne pas prolonger sa vie inutilement, et qui donc m'avait fait promettre aussi que je l'assisterais dans sa fin de vie, non pas en pratiquant une euthanasie froide, mais vraiment en soulageant au maximum ses douleurs, quitte à ce que ça abrège sa vie. Et tout le monde sait quand on donne de la morphine à des hautes doses, à un moment donné, le centre respiratoire de la personne est déconnecté et la personne meurt. Et je sais ça, je savais ça. Tout soignant sait ça. Donc quand on donne beaucoup de morphine, bien sûr qu'on accélère le processus de fin de vie. Mais c'était l'engagement que j'avais vis-à-vis de cet homme, car je me rappelle que dans mon serment d'Hippocrate, que tout médecin doit prester, il n'est pas dit que nous devons guérir et sauver à tout prix, et il faut toujours soulager. Mais on ne peut pas toujours guérir et sauver, mais on doit toujours soulager. Et quand quelqu'un est dans la souffrance avec un cancer, des métastases osseuses qui le font hurler, bien sûr qu'on soulage, et même si la morphine abrège la vie. Alors évidemment, ça peut être considéré comme une forme d'euthanasie, et je l'assume complètement. Et du coup, cette personne qui est décédée suite à ces soulagements de fin de vie, m'avait laissé sur son lit un cadeau.
déposé par sa sœur, et c'était le livre L'Alchimiste, et c'était en 17 le livre venait de sortir, je crois, et quand j'ai vu cette phrase, j'ai été parcouru de frissons. La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle. Et à Noël, je n'envoie jamais de carte de vœux à mes amis, j'ai envoyé une carte de vœux avec cette phrase dessus. Et 15 jours plus tard, j'arrêtais mon métier de chirurgien. Je pense que je rentrais dans ma légende personnelle. Message de vie. Un site www.richardfederman.com. On peut changer et décider de sa vie à partir du moment où on croit vraiment à ce qu'on a à l'intérieur de soi, à son rêve en fin de compte. Oui. Est-ce qu'on peut parler de rêve ou de son essence ? Non, à l'appel de l'essence, à l'appel du soi, avec un grand S. Et il y a une condition qui est plus importante encore, c'est... Thierry Janssen. D'avoir suffisamment de... je dis que c'est très important et ça m'a quitté à l'instant. C'est drôle, hein, mais c'est vraiment important ce que je veux dire, parce que c'est ça. Attends, hein, tu as dit de croire à son rêve. Le rêve ou hein, son essence. Oui, mais c'est pas ça qui est le plus important. Bon, ça va revenir, tu couperas si tu veux. Mais attends, parce que je veux vraiment te le dire. C'est tellement... Pourquoi ça m'a quitté ? Parce que c'est ce qui compte avant tout. Non, justement, et ça répond exactement à ça. La condition qui compte avant d'écouter l'appel de son essence, c'est d'accepter de mourir. Et c'est Martin Luther King qui disait « Un être humain n'est pas libre tant qu'il a peur de mourir ». Et il faut pouvoir mourir dans sa vie, plusieurs fois même. Mourir à soi, c'est-à-dire mourir à l'idée que l'on a de soi. Mourir à l'identification que l'on a. Si on s'identifie à son métier, si on s'identifie à sa raison sociale, si on s'identifie à son rôle ou à son malheur, on est prisonnier et on est condamné à le vivre tout le temps. Mais si on se désidentifie en disant « Oui, mais ça c'est ce que je vis, c'est ce que je fais maintenant, mais je ne suis pas ça, je suis quelqu'un d'autre, il y a une essence là qui m'appelle », alors on retrouve la liberté dont parle Martin Luther King, et là tout est possible. Tout est possible, il y a de nouveau un élan, il y a une force, il y a une vitalité qui se manifeste. Ça veut dire quand tu es médecin, chauffeur de bus, président de la République, naturopathe, etc., ça veut dire, tu t'identifies à quelque chose ? Soutenez nos émissions radio sur le www.richardfederman.com. Pour être reconnu, il faut bien avoir une fonction. Il faut bien exister par une fonction. Mais comment tu veux être si tu n'existes qu'à travers une fonction ? Les grands sages, les grands sages qui ont vraiment inspiré notre planète et qui continuent à l'inspirer, n'ont pas de fonction. Ils témoignent simplement de ce qu'ils sont. Et il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Parce que très vite, nous sommes conditionnés dans notre éducation à prendre une fonction. Hein. Et même le Dalai Lama, par exemple, qui représente une forme de sagesse, a une fonction, puisque très tôt dans son éducation, il était conditionné à tenir un rôle, à tenir la fonction de guide spirituel d'une communauté. Mais ce qui nous touche chez cet homme, nous, en particulier nous occidentaux, qui ne sommes pas forcément habitués aux rituels bouddhistes, etc., ce qui nous touche, c'est la qualité de présence de l'homme, et c'est non pas la fonction qu'il va incarner, les rituels qu'il va effectuer dans son monastère, c'est qu'il vient transmettre ce message. Et exister comme ça, si on pouvait apprendre aux enfants à exister comme ça, si on pouvait valoriser l'enfant à ce niveau-là, mais tout changerait. Tout changerait. Et le petit chemin que je me suis permis de raconter, c'est pas pour raconter mon histoire en disant « Oh, regardez comme elle est formidable ». C'est une histoire, c'est l'histoire de chacun quelque part. Les enjeux sont les mêmes pour tout le monde, les circonstances sont différentes. Et on répond plus ou moins bien à ces circonstances. Mais ce qui compte vraiment, c'est de témoigner qu'il y a une vie en nous et qu'on peut la respecter pour la fonction qu'on a. Et on peut même bazarder ces fonctions.
Aujourd'hui, on dit les psychothérapeutes, mais c'est même pas vrai. Je ne suis même pas reconnu comme psychothérapeute. J'ai même pas de fonction, de formation de psychothérapeute. Je n'ai aucune formation aujourd'hui pour ce que je fais, sauf la formation d'un être humain. Quand j'ai été à l'Ordre des médecins en Belgique, c'était le 11 septembre 2001. Vous vous souvenez, quand les tours du World Trade Center à New York sont tombées? C'est le jour-là. Je ne savais pas que les tours allaient tomber. J'avais rendez-vous à l'Ordre des médecins à Bruxelles parce que j'avais mon premier livre, Le travail d'une vie, qui était sous-titré « Quand psychologie et spiritualité donnent un sens à l'existence ». Ce premier livre allait sortir chez Robert Laffont à l'époque. Et comme l'Ordre des médecins est très regardant sur comment les médecins s'expriment en public, j'avais été demandé si j'étais dans la légalité par rapport à eux. Et le président de l'Ordre des médecins, qui est un homme avec qui j'avais pratiqué la chirurgie, qui avait été un de mes patrons d'ailleurs en transplantation rénale, cet homme me tient un discours, mais je ne comprenais rien. Il me dit « Mais Thierry, est-ce que tu as fait des études de psychiatrie ?» Je dis « Ben non, j'ai fait la chirurgie et puis voilà, maintenant je suis dans ce parcours. » Il dit « Oui, mais tu écris un livre qui parle de psychologie, qui parle de l'être humain. Ça serait peut-être mieux que tu fasses d'abord des études de psychiatrie avant de le publier. » Je dis « Mais attends, sur 10 psychiatres, il n'y en a pas 5 qui ont fait le chemin que j'ai fait. Il faut arrêter. Combien de psychiatres sortent de leurs études, ils ont aucun sens réellement psychothérapeutique. Oui, ça prescrire des médicaments, mais ils n'ont pas encore fait le chemin. Ils le feront probablement et tant mieux. Mais combien de gens sortent de leurs études et ne sont pas humainement préparés à faire le métier qu'on leur demande de faire? Et j'estimais que le petit chemin que j'étais en train de faire me préparait à cela. Il n'est pas fini d'ailleurs. Je n'estime pas du tout être arrivé à la maison. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais donc je refusais cet enfermement, de nouveau dans une fonction diplômée, etc. Il m'a regardé, il ne comprenait pas ce que je voulais lui dire, mais je me dis, oui, c'est parce qu'il n'a pas fait le chemin, le pauvre, c'est comme ça. Je l'ai revu 10 ans plus tard, en Algérie, dans un colloque sur la transplantation rénale où j'avais été invité pour parler de spiritualité. Fascinant. Il était là. Et il m'a dit, tu sais, parce qu'il lui est arrivé quelques déboires dans la vie, et il m'a dit, tu sais, je crois que je comprends ce que tu voulais dire. C'est vrai, il faut traverser certaines choses à l'intérieur de soi pour assumer certaines fonctions. Message de vie. Faites vos commentaires sur le www.richardfederman.com. Thierry Janssen. Apprendre à être, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à être? Comment expliquer quelque chose qui commence par la fin? Parce qu'on d'abord on apprend à faire et apprend ensuite à être. C'est la première étape, apprendre à sentir et écouter. Et donc c'est d'abord écouter soi et la partie la plus concrète de soi, son corps. Apprendre à être dans son corps, mais on est tout le contraire. Dans nos études, on nous apprend à être juste dans la réflexion intellectuelle, mais vraiment écouter ce corps, écouter l'intuition qui se manifeste à travers lui, c'est-à-dire l'émotion, parce que l'intuition, c'est un phénomène émotionnel qui nous renseigne sur ça c'est bon, ça c'est pas bon pour moi, et apprendre à faire confiance à ses intuitions. Et à pas faire les choses qui sont pas bonnes quand on sent vraiment que c'est plus. Et pas laisser le mental prendre trop de place, qui commence à peser des pour et des contre et qui commence à nous convaincre que c'est quand même peut-être bon, même si on a senti le contraire. Et c'est tout cet apprentissage-là qui évidemment, pour l'instant, il y a un engouement en France. En particulier, et je dis en particulier parce que j'ai des amis américains qui me disent c'est incroyable de voir comment en France on s'intéresse à la méditation pour l'instant, alors que souvent d'ailleurs les mouvements qui présentent la mindfulness, etc., la pleine conscience viennent des États-Unis, mais l'engouement français dépasse l'entendement, mais sans doute parce qu'en France on en a particulièrement besoin puisqu'on est tellement dans l'intellect, et que c'est cette attitude plus méditative, c'est-à-dire on fait taire l'intellect, on l'observe d'un endroit de soi qui est paisible et qui est l'essence de l'être et qui regarde ses pensées et qui se rend compte qu'une pensée elle en chasse une autre et qu'elle peut même parfois dire le contraire de la précédente. Donc de toute façon on n'est pas ses pensées puisqu'on n'a pas de corps avec ses pensées et on n'est pas ses émotions, elles ne font que nous traverser, elles montent, elles descendent, elles arrivent, elles partent, ce sont des signaux et on n'est même pas les perceptions corporelles, on est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, on est cette essence toute paisible, qui regarde tout ça. Et quand on peut se connecter à ça, on rentre dans ce qu'en spiritualité on appelle une sorte d'éveil. On se réveille sur c'est quoi vraiment la réalité. Et après on fait des allers-retours entre l'ego on est repris là, donc on croit qu'on est nos pensées, on se fait du mouron, on alimente nos pensées. Donc la seule chose c'est l'expérience, c'est faire ces expériences. Et vous savez, où tu sais...
parce que souvent quand on est devant un micro, on apprend à vouvoyer son interlocuteur, parce qu'à la télé ou à la radio, il faut vouvoyer. Mais on tutoie les gens souvent en dehors du micro, donc on peut se tutoyer ou se vouvoyer. Mais tout ça pour dire que là, ça ne se voit pas. Je suis venu ici à Avignon parce que j'avais cette promesse de venir il y a déjà 2 ans, mais je suis en retraite. Et je suis parti en retraite au mois de janvier, ça va durer jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Je ne savais pas pourquoi je partais en retraite, mais je sentais que je devais partir. J'ai eu 7 livres publiés en 10 ans, une sorte de succès, ce qu'on peut appeler du succès, moi j'appelle pas ça le succès, mais bon, enfin une reconnaissance, beaucoup d'expositions. Et je disais, mais alors j'ai écrit mes confidences, où là j'ai posé, et puis je me suis dit, mais maintenant, so what, quoi. Est-ce que tu es pas en train juste de répéter la même chose? Est-ce que toi tu expérimentes encore ce que tu es en train de dire, hein? Et donc j'ai éprouvé le besoin de me reconfronter. Je ne savais pas ce que j'allais trouver dans ma retraite. Je pensais que j'allais m'occuper en écrivant, etc. J'ai commencé à écrire et puis tout s'est effondré parce que c'était pas prêt, c'était pas mûr, et j'ai commencé à pleurer. Mais vraiment, hein, il y a des moments pas drôles du tout dans ma retraite parce que je me confronte à certaines choses et certaines de mes peurs. Je suis ravi parce que je sais que c'est le seul moyen d'avancer déjà dans sa vie, d'évoluer vers plus d'essence, d'essentiel et donc de spiritualité. Mais c'est aussi le seul moyen de ne pas être un imposteur, de ne pas être un tricheur, c'est d'incarner vraiment ce dont on parle, ce dont on écrit. Et très vite on peut l'oublier, c'est très vite fait. Donc oui, il faut se remettre à l'épreuve, il faut repartir à l'intérieur. Et je suis bien d'accord dans ce monde du développement personnel ou même du développement spirituel. Il y a des gens, je les regarde et je dis, mais ils ont dit ça, mais ils font tout le contraire. Mais parfois vraiment tout le contraire. Mais ils ne s'en rendent même plus compte parce que l'intellect est tellement fort. Et c'est peut-être le piège de notre espèce. Nous avons une espèce qui a cette magnifique faculté de penser. Elle peut donc, comme je le disais, se positionner par rapport à un passé, se projeter dans un futur, mais elle l'est rarement dans son présent. Et pourtant, toutes les spiritualités du monde nous apprennent ça. La seule réponse se trouve dans l'instant du présent. Et dans cette paix, cette paix de ce noyau intérieur, dans ce silence de ce noyau intérieur. Ça me pose même aujourd'hui, non pas problème, mais question. Est-ce que j'ai encore envie d'écrire ? Message de vie. Thierry Janssen. Est-ce que tu es heureux ? Alors ce mot m'énerve. Il m'énerve parce que et ici ça je vais le dire demain parce que qu'est-ce que ça veut dire être heureux ? Je suis en accomplissement. J'ai pas envie de dire accompli parce que ça serait vraiment prétentieux, mais en accomplissement. Et cet état d'être en accomplissement de quelque chose qui, moi, m'est vraiment essentiel, me rend joyeux. Et donc, si je devais juste dire, remplacer ton « est-ce que vous êtes heureux ?», je suis très vivant. Tu vois ? Et vraiment, je suis très vivant, ça je sens. Je suis quelqu'un de vivant. Et ça m'aide d'abord pour vivre, bien sûr, mais surtout pour transmettre de la vie à d'autres. Parce que j'accompagne des personnes gravement malades, c'est quand même une de mes fonctions, hein, c'est transmettre, enseigner, tout ça, mais c'est aussi accompagner des gens malades avec des cancers et des choses comme ça, et les accompagner pour un certain nombre jusqu'à la vie, à la fin de vie, et justement jusqu'à la fin de vie, jusqu'à la vie, parce que dans cette fin de vie, il y a des gens d'une vitalité incroyable, ils ont guéri la vie, quoi, leur vie, et c'est peu importe qu'ils s'en aillent, c'est accompli, c'est fini. Et ils s'en vont en paix généralement. Enfin, ils s'en vont toujours en paix quand c'est comme ça. Mais donc, je ne suis pas quelqu'un qui peut se dire heureux. Je suis très vivant. Et donc, si c'est ça être heureux, tant mieux. Mais moi, je me méfie de ce mot.
me méfie de ce mot. Comme je n'utilise très rarement le mot amour, je me méfie de ce mot aussi, que ça veut dire je t'aime. Non, je remplace le mot par acceptation et confiance. Je crois que je suis capable de beaucoup d'amour quand je suis capable d'accepter pleinement et de faire confiance. Tu vois, et ça c'est concret. Parce qu'amour, hein, mais quand je fais vraiment la confiance à l'autre, à tout ce qu'il est, à son potentiel, et je ne le définis pas en fonction de ce qu'il a été, mais de ce qu'il pourrait encore devenir, et que je suis dans l'acceptation de ce qui est, chez moi, chez l'autre, là, oui, c'est ça le vrai amour. Hein. Restons en lien. www.richardfederman.com. Et si tu as envie de terminer, parce que l'émission va se finir, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui aujourd'hui cherchent à être heureux ou cherchent simplement à trouver leur chemin dans cette vie qui paraît pas toujours facile, comme gagner sa vie, tu vois, on dit ce terme gagner sa vie, et moi j'ai envie de dire gagner la vie. Oui, c'est ça, c'est la question du sens. J'ai un ami qui est clown dans les hôpitaux, et alors il dit, on peut toujours se demander si la vie vaut la peine d'être vécue, ou bien la joie d'être expérimentée. Ça veut dire que dans expérimenter la vie, c'est la prendre comme elle est. Et c'est ça peut-être le conseil, entre guillemets, qu'on pourrait donner, mais prenez la vie comme elle est. Et dans ma vie, je ne suis pas ici pour m'étaler, mais il y a plein de choses que je ne voulais pas et que j'ai dû assumer. Mais voilà, elles sont là. Mais faisons-en quelque chose. Et si je désire quelque chose, essayons d'aller dans le sens de mon désir, de ce qui me paraît juste ou mieux. Mais œuvrons, agissons, soyons dans cette réponse qu'on apporte, dans cette responsabilité qui est liberté et dignité aussi. Donc, ne subissez rien. Ne subissez rien. Il ne faut pas tomber dans le mythe de la toute-puissance. Enfant, je rêvais d'aller sur la Lune, mais je n'irai jamais sur la Lune. En tout cas, pas dans cette vie, parce que je me rends compte que je n'ai pas les capacités intellectuelles pour y aller. Il faut une formation d'ingénieur pour aller sur la Lune, et moi, je ne suis pas un ingénieur. On a dit qu'on ne veut plus de fonction, donc tu peux y aller. Oui, je peux y aller en vrai, mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais sur la Lune à ma façon. Et tu sais, j'y vais presque chaque fois qu'elle est là, que je la vois quand le ciel est assez dégagé à Bruxelles ou quand je suis en Égypte et que je vois cette Lune, je la regarde et j'y suis. Je pense d'ailleurs au drapeau que les Américains ont laissé dessus, je le vois parce que j'étais tellement impressionné par ça quand j'étais petit garçon, de savoir qu'ils avaient été le déposer là-bas si loin. Mais en même temps... Donc de faire confiance aussi, pas une bête confiance, hein, mais de dire ok, ça va aller, je vais trouver des moyens, j'ai des ressources en moi, et d'être dans l'acceptation de ce qui est. Et ceux qui sont déjà dans l'acceptation et qui sont dans la confiance d'eux-mêmes, il n'y a plus rien à dire alors. Voilà. Partager ça, parce que tu sais, on parlait du sens. Il y a des études qui ont montré que ce qui donne le bonheur, ce qui apporte ce qu'on appelle le bonheur, hein, c'est plusieurs facteurs qui sont partagés dans toutes les cultures, par tous les gens. C'est vraiment intéressant de voir ça. Tous les milieux socio-professionnels, les backgrounds religieux, culturels et autres. Et ces grands facteurs, c'est d'abord le plaisir. Et c'est vrai qu'il faut une forme de plaisir dans la vie parce que le plaisir nous motive à agir. Et nos plus grands plaisirs, d'ailleurs, surviennent dans les choses les plus essentielles pour nous. Manger, hein, il faut manger pour survivre. Nous reproduire, c'est nécessaire pour notre espèce. Mais aussi faire du lien. Et nous en avons besoin nous sommes un animal social. Donc cette notion de plaisir est vraiment importante, on ne peut pas la bannir, et il ne faut pas diaboliser le plaisir. Mais un plaisir qui est vécu dans une perspective de sens. Et quand on interroge les gens, on voit que ce qui donne le plus de sens à la vie d'un individu, c'est d'exprimer le meilleur de soi en lien avec les autres. D'exprimer ce que les Grecs appelaient la vertu, la vie vertueuse, de laisser le eudaimon, le bon génie qui est en nous, nous inspirer nos actions en révélant le meilleur de nous, les vertus qui sont potentiellement à exprimer en nous, et fatalement la vertu participe à l'harmonie et à l'harmonie collective, donc c'est en lien avec les autres. C'est ce que les Grecs appelaient l'eudaimonia.
Et pas l'hédonisme, c'est le démonisme et pas l'hédonisme. C'est-à-dire pas simplement le plaisir pour le plaisir, c'est le plaisir qui a du sens. Daimonia, il n'y a pas le mot démon. Daimon, le génie. Le démon, le génie. Donc le démon daimon. D'accord, le démon c'est un génie. Oui, c'est le bon alors génie qu'il a une fourche. Les daimons chez les Grecs, c'était des entités qui venaient les inspirer. Alors, quand on dit t'as le démon, on croyait qu'il fallait nous enfermer. Ah oui, parce que dans notre culture, on a très vite opéré des dichotomies entre le bien et le mal, et on n'a pas pensé que dans le bien, il y avait du mal, et dans le mal, il y avait potentiellement du bien. Et ce qui veut dire que, pour ça, la pensée chinoise est tellement plus subtile. Ce sera le yin dans le yang, et le yang dans le yin, et tout est dans la relativité, et ça, c'est magnifique dans la pensée. Et on le vit quand on pratique le tai chi, on le sent dans son corps, c'est magnifique. Mais la pensée occidentale a très vite, surtout depuis la Grèce classique, catégorisé, dichotomisé. Et alors, oui, il y a du bien, il y a du mal. Mais non, il n'y a pas du bien et du mal. Il y a deux facettes de l'expérience et elles sont complémentaires et nécessaires pour comprendre justement laquelle apporte plus d'harmonie et laquelle apporte plus de destruction. Mais pour aller vers une harmonie, il faut parfois passer par de la destruction. Il faut passer par de la mort pour aller dans la vie. Thierry Janssen. C'est rayonner en fin de compte vers les autres puisqu'on est fait de liens. Exprimer son essence. Et l'essence, c'est le soleil intérieur. C'est le core essence, comme disent les anglo-saxons, le cœur. Mais pas le cœur physique, là. C'est vraiment ce noyau, cette boule de feu qui est en nous, et qui est la vie, qui est la vitalité, et qui, quand nous sommes connectés à elle, le symptôme, c'est la joie. La joie sans objet. On peut être dans la difficulté et pourtant être joyeux. C'est bizarre. C'est pas une question d'être content ou pas par les circonstances extérieures. C'est d'être joyeux parce qu'on a connecté quelque chose en nous qui est vivant et qui va s'exprimer. Et on est prêt à traverser des difficultés. Peu importe, pourvu qu'on puisse exprimer ce qui nous rend joyeux. Parce que la joie, elle n'est pas constante, elle est variante. Cette idée, cette dictature du bonheur aujourd'hui, c'est quelque chose de... Mais bon, c'est devenu un produit, hein. C'est devenu un produit à vendre, le bonheur. Thierry Janssen, merci. C'était Thierry Janssen dans la série d'émissions du voyage intérieur présentée dans Message de vie. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Thierry, www.thierryjanssen.com. Pour information, Thierry a créé une école de la présence thérapeutique en Belgique proposant aux soignants guérisseurs et aux soignants simples prescripteurs de remèdes des outils sur la connaissance de soi, des autres et du monde dont la finalité est de répondre à un manque dans la plupart des écoles de soins. Pour réécouter cette émission, www.richardfederman.com. Bye. Bonjour chercheuses et bonjour chercheurs. En route. Avec le voyage intérieur, Voir. j'ai voulu faire entendre des voix qui disent leur vie. Apprendre. Chacune a sa mélodie de l'intérieur et de l'universel. S'éveiller. Elle donne à nous entendre et à entendre le monde qui nous entoure. Élargir son horizon. Partir en voyage, donner du sens à sa vie. Si ça vous dit, on finira bien par s'entendre. Vivre, c'est faire le voyage intérieur. Voir. Regarde-toi. Toucher. Cherche et tu trouveras. L'émission des chercheurs. Avec Richard Federman. Plus jamais seul. Voyage intérieur. Plus jamais seul. Voyage intérieur.